José Ramirez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au podcast FinTech Fair qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Oui, José Ramirez, j'ai bientôt 57 ans. Je suis professeur d'économie politique à la Haute École de Gestion de Genève. Mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui a trait à l'emploi, au travail, au salaire, au chômage et également, bien sûr, au capital humain, c'est-à-dire la formation et l'éducation des personnes. Super, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir. D'ailleurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses super intéressantes. On va parler de l'état du marché de l'emploi. Comment ça se passe aujourd'hui d'un point de vue, si j'ose dire, académique, au niveau des recherches, ce que vous avez constaté, les tendances, aussi l'équilibre entre les différentes générations. Et puis aussi, on va parler du futur. Comme on aime bien le faire dans cette émission, on aime bien aller jusqu'à l'horizon 2030 parce que c'est loin, puis en même temps, c'est demain. Donc, vous allez nous dire ce que vous avez vu comme tendance et ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite. Bien évidemment, vous n'avez pas de boule de cristal, nous non plus. C'est pas l'objectif. On est là pour vraiment offrir une plateforme de réflexion. On n'a pas du tout la prétention de donner une quelconque réponse à quelconque question, mais simplement des pistes de réflexion. Alors, je vous laisse commencer. Dites-nous aujourd'hui, qu'en est-il de l'état du marché de l'emploi en Suisse ? Oui, alors si on commence par la Suisse, le marché du travail va très bien par rapport aux indicateurs qu'on utilise généralement, c'est-à-dire le taux de chômage. C'est la première chose qu'on regarde par rapport à ce marché. Le taux de chômage, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas été aussi bas. Il est au niveau suisse, il est autour des 2%. Donc c'est très faible. Et au niveau genevois ? Au niveau genevois, c'est le canton où on est le plus élevé. On est quasiment à 4, je crois qu'on est en dessous. D'après les derniers chiffres, on est à 3,7 ou 3,8. Ça reste quand même bas, non ? Ça reste bas, bien sûr, ça reste bas. Le SECO, généralement, fixe un niveau de 4% pour déterminer une zone rouge dans laquelle on a été pendant un certain temps, un certain nombre de cantons en Suisse. Mais là, on est sorti depuis l'après-Covid. Alors, c'est très clairement, le marché s'est complètement retourné. C'est-à-dire dans le sens où aujourd'hui, on a plus un problème de vacances, de pénurie de main-d'œuvre que finalement de manque de travail dans notre économie. C'est pas quelque chose qu'on a souvent l'habitude d'entendre. Alors non, ça dépend des secteurs et des professions. Alors c'est là où il y a la grande différence. En termes de dynamique par rapport au marché du travail en Suisse, on a depuis très très longtemps, on a une pénurie de main-d'œuvre très qualifiée, notamment dans le domaine technique et scientifique. Donc on n'a pas assez d'ingénieurs. Malgré le fait qu'on a deux écoles polytechniques qui sont parmi les meilleures du monde, on ne produit pas assez d'ingénieurs. Même dans les HES qui sont spécialisés qui forment des ingénieurs, on n'a pas assez de personnes en Suisse par rapport à la demande. Mais ça fait déjà très très longtemps. Mais à cette pénurie, je dirais, de main-d'œuvre très qualifiée dans les domaines d'ingénierie et de scientifique, on a d'autres secteurs qui sont venus se rajouter depuis la crise du Covid. Et ça, il y a d'autres formes d'explications. Mais on a des secteurs, typiquement dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration, c'est extrêmement compliqué. Les entreprises sont très tendues à ce niveau-là par rapport au recrutement de main-d'œuvre. Et elles ont de la peine à recruter, elles ont de la peine à garder les personnes. Et tout ça, donc ça, c'est lié plutôt aux préférences et à ce qui s'est passé à la suite du Covid. C'est-à-dire, durant le Covid, il y a pas mal de secteurs, et notamment celui-ci qui a été le premier affecté, qui a dû fermer. Alors même si les entreprises ont eu des aides en termes de chômage, c'est les aides pour le chômage partiel qu'on a beaucoup entendu parler, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'aller voir ailleurs pendant cette période. Et puis elles se sont rendues compte finalement, elles avaient un point de comparaison, notamment chez les jeunes. Ils n'ont plus envie de revenir dans ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Mais parce qu'elles n'offrent pas les conditions, que ce soit salariales ou les conditions de travail, aussi en termes de temps de travail, on va y revenir, c'est très important pour la nouvelle génération. Elles n'offrent pas les conditions pour se rendre suffisamment attrayantes pour ces populations. Et donc ces gens-là ne reviennent pas. Et donc, ils vont dans d'autres secteurs, ils ont testé d'autres secteurs. Et donc, c'est un secteur qui, c'est pas seulement que les professions hautement scientifiques, c'est dans des domaines aussi de la santé. Les gens ont beaucoup souffert. C'est pas des professions qui sont très bien valorisées d'un point de vue salarial. Ça aussi, c'est un problème, on va en parler, par rapport à ce que pourrait faire l'État ou les entreprises. Mais il est évident qu'on a depuis longtemps une pénurie sur certaines professions et certains profils. Mais depuis le Covid, là, apparaissent des nouvelles formes de pénurie de main-d'œuvre qui ne sont pas forcément liées à justement une main-d'œuvre très qualifiée. Donc ça, c'est assez problématique dans la santé, dans l'hôtellerie et la restauration. Donc on doit faire appel, de nouveau on va y arriver, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça ? Mais vous avez ces professions, après vous avez aussi d'autres professions dans l'industrie.
Dans certaines branches de l'industrie, typiquement dans tout ce qui est industrie du bois, du textile, là, il n'y a pas de souci. Mais dans des industries qui demandent finalement des professions ou des profils un peu plus techniques, même intermédiaires, je dirais des techniciens administratifs, des techniciens dans l'informatique, des techniciens dans la logistique, on en manque. On en manque énormément et dans beaucoup de secteurs. Alors, il y a un secteur que vous n'avez pas encore évoqué, mais je pose quand même la question, la finance dans tout ça. Bon, la finance, elle se retrouve dans une situation... C'était déjà un secteur qui était pas mal secoué ces dernières années par rapport finalement à la dynamique de la demande. C'est-à-dire les produits de répondre aux besoins de la demande. Et cette demande a beaucoup changé. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, les nouvelles générations, ils aiment avoir quelque chose de léger, un accès immédiat. À leur compte, avoir des modes de paiement, des formes de règlement qui sont différentes des générations d'auparavant. Donc, il y avait déjà un changement, il y avait un changement profond, je dirais, dans ce secteur. Les banques se sont adaptées, elles ont développé leurs produits aussi pour les jeunes, sous les formes effectivement qui étaient demandées. Donc, il y avait déjà historiquement, il y avait une dynamique, si vous voulez, de destruction de certaines formes d'emploi. Typiquement dans le trading, vous prenez le trading, aujourd'hui, à l'époque, on avait beaucoup de traders pour peu d'informaticiens. Maintenant, on a beaucoup moins de traders et un peu plus d'informaticiens. Parce que, de nouveau, sur ce marché ou sur cette tâche, cette activité, vous avez les machines qui ont pris beaucoup d'importance. Voilà, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais vous avez, j'imagine, d'après ce que je me souviens, vous avez plus de la moitié des ordres qui sont passés sur les marchés financiers qui sont faits par des machines, de manière automatique. Plus comme les personnes comme à l'époque. C'est-à-dire beaucoup moins que, j'utilise moins de traders. D'accord, j'ai besoin de moins de traders pour faire des choix. Puis ces choix, après, ils sont aussi, je dirais, ils sont raisonnés, ils sont structurés grâce à la machine et par la machine. Que ce soit l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc. Donc vous aviez déjà un changement assez profond. Puis maintenant, il y a le choc. Le deuxième effet qui se coule après 2008. On peut dire, c'est quand même des crises financières, des crises bancaires qui sont liées à la confiance. Un problème de confiance, d'actifs, de valorisation d'actifs. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. C'est clair qu'en Suisse, on le sait, il va y avoir des emplois qui vont disparaître par le fait de cette fusion énorme qui doit se faire entre Crédit Suisse et l'UBS. Donc on sait qu'il va y avoir de la redondance. Par contre, là, je ne sais pas combien on va perdre d'emplois, combien on va peut-être en créer, parce qu'il y a des besoins qui continuent à effectivement être exprimés de manière différente qu'auparavant. Mais je ne pense pas que ça soit un secteur ces prochaines années qui va être très créateur d'emplois, puisqu'il va être plutôt dans une dynamique de destruction ou de remplacement de l'emploi actuel, notamment à cause de cette fusion. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer en Suisse ou à Genève des secteurs qui sont toujours en pénurie, ou avec un taux de chômage très bas, mais un des secteurs principaux qui est la finance, qui lui serait au contraire peu demandeur d'emploi? Alors, peut-être qu'ils vont être moins créateurs d'emplois, mais je pense qu'ils vont créer des emplois, c'est ce que je disais. Mais un taux très réduit. Après, c'est toujours pareil, c'est dans quelle mesure tu détruis des emplois et dans quelle mesure tu crées des emplois. Et donc, il y a toujours cette dynamique dans chaque profession, dans chaque secteur d'activité, parce que vous devez vous adapter, parce qu'il y a le jeu du marché. Il y a des entreprises qui sont moins rentables, on l'a vu, ou qui ont des problèmes, donc elles disparaissent. Mais les personnes, après, c'est comme les actifs, ils se réallouent dans le secteur, ou pas, peut-être qu'ils vont changer de secteur. Il y a quand même beaucoup de compétences qui peuvent être très intéressantes dans le domaine de la banque, dans le domaine bancaire et financier. Pour avoir une base de formation, ma formation de base, c'est d'ingénieur. Moi, je connais pas mal de gens qui ont fini avec moi, qui sont rentrés dans la banque. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des personnes, finalement, on parlait tout à l'heure du problème d'absence, de pénurie de main-d'œuvre dans ces domaines-là. C'est peut-être des gens qu'il faudrait aider à se réorienter vers un domaine un peu plus technique ou de l'ingénierie et peut-être moins dans le bancaire. OK. Donc, en résumé, en Suisse, très peu de chômage. Oui. Beaucoup de places vacantes. Beaucoup de places vacantes. Beaucoup plus. On a dépassé les 100 000 en sachant que ce chiffre qui est donné et mesuré par le SECO, c'est toujours une très forte sous-estimation de la réalité. Okay. Pour les gens qui nous écoutent, qui vont se dire « Ah là là, mais c'est encore une excuse pour que des travailleurs de l'étranger viennent prendre notre travail », qu'est-ce qu'on peut leur dire ?
Alors, c'est une excuse, non, c'est des faits. C'est de toute manière, on est devant un gros problème déjà. Je ne sais pas, quand vous allez à un hôpital dans le bassin lémanique, l'infirmier ou l'infirmière qui va s'occuper de vous, il y a au moins 50% de chances qu'elle soit, entre guillemets, frontalière, cette personne. Donc, bien entendu, si on a un parti qui veut réduire le nombre de frontaliers, ce qui est assez étonnant, puisque le conseiller d'État en charge actuel de la santé fait partie de ce parti, et il sait pertinemment bien que sans les frontalières et les frontaliers aujourd'hui, l'hôpital ne pourrait pas tourner. C'est-à-dire que vous, en tant que malade, vous arrivez, si vous avez l'impression d'attendre beaucoup aujourd'hui, vous attendrez encore beaucoup plus si on n'avait pas ce personnel étranger. Et ça ne va pas s'améliorer avec le futur. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un parti qui effectivement a fait un bon score en se basant un petit peu sur l'antifrontalier. Mais je pense qu'à terme, il y aura un parti que ça sera un pro-frontalier, parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Et puis, il y a une concurrence, il y a même beaucoup de tensions politiques, beaucoup plus qu'on ne le croit, entre nos voisins, notamment français et nous, qui, eux, forment du personnel hospitalier, mais ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas avoir accès à ce personnel. C'est-à-dire ce personnel, il part en Suisse, par exemple. Et donc, ça aussi, c'est très problématique. Donc, on se retrouve en France voisine avec des infrastructures hospitalières qui sont de très bonne qualité, mais il n'y a pas assez de personnel. Tout le personnel est chez nous. Donc, bien entendu que je comprends que certaines personnes qui sont au chômage ou qui ont des problèmes récurrents en termes d'emploi se disent « mais ces personnes viennent me prendre mon travail », mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas remplacer 1 heure de travail d'une personne par 1 heure du travail d'une autre personne. Ça dépend des compétences, ça dépend de la qualification et ce n'est pas toujours aussi clair que ça. Non, après je pense que l'argument principal c'est « ok ». On prend des gens, donc typiquement des frontaliers, à qui on paye moins. Donc, du coup, il y a le dumping salarial. Quand on était typiquement à la HEG, il y a fort longtemps, on nous disait, mais... Donc, pour l'autre bachelor, on nous disait, quand vous allez sortir de là, vous aurez facile 5 500, voire 6 000 que pour commencer votre emploi. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est beaucoup moins. Je connais pas le marché, mais il me semble que c'est beaucoup moins quand même. Ou en tout cas, la progression salariale était aussi beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. C'est mon impression. Peut-être qu'elle est fausse, je ne sais pas. Bon, alors de toute manière, les impressions, bien sûr qu'elles sont réelles, mais elles sont partielles, elles sont très partielles. Mais si on regarde le marché du travail globalement, au niveau des salaires, le salaire, effectivement, ça dépend dans quel secteur et profession vous commencez, mais initialement, il est toujours relativement bas. Après, il y a une progression qui est assez forte, mais aujourd'hui, étant donné la situation du marché du travail, vous avez un pouvoir de négociation qui est très élevé, extrêmement élevé. On a parlé de certaines professions liées à de la pénurie. Typiquement, on va revenir après sur le rôle de l'État ou qu'est-ce que peut faire l'État. Mais typiquement, en termes de formation, on n'a pas formé assez d'infirmiers, pas assez d'infirmières par rapport à la demande. Alors après, c'est de se demander ce que peut faire l'État, mais l'État ne peut pas imposer ou obliger des jeunes à choisir certaines professions. D'accord ? Donc, on n'est pas dans une économie planifiée à la soviétique. D'accord ? Chacun choisit le chemin qu'il a envie de choisir. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise ou en tant qu'État, c'est d'essayer d'inciter, de créer des incitations pour choisir une voie plutôt qu'une autre. Et dans le domaine typiquement de tout ce qui est santé, sans les frontaliers, on pourrait pas fonctionner. Et il y a aujourd'hui, typiquement aujourd'hui, si vous êtes un physiothérapeute, vous n'avez aucun problème pour négocier votre salaire, votre temps de travail et vos conditions de travail. Et donc, c'est ça dépend dans quel secteur vous êtes. C'est toujours du marché. Donc, selon le marché, selon vos compétences et vos profils, vous aurez plus ou moins de pouvoir de négociation. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de profils et beaucoup de secteurs, il y a un pouvoir de négociation qui est plus important du côté des employés, y compris chez les jeunes. Mais justement, alors ces jeunes, ils vont où ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui leur parle aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Parce que du coup, s'il y a une pénurie sur pas mal d'aspects, on peut se demander, mais ok, ces jeunes-là, qu'est-ce qui les intéresse ? Bon, alors ce qui les intéresse, les jeunes, je ne sais pas, je pense que... À part TikTok, Instagram, d'accord. Bon, à part les réseaux sociaux, à part effectivement ce qui a toujours intéressé les jeunes, ce qui est très important aussi, qui est toujours là. Finalement, c'est la socialisation, c'est de trouver des gens avec qui on s'entend, voire avec qui on a envie de partager quelque chose de plus. Donc ça existe toujours. Maintenant, ce qu'eux, ils veulent,
en termes je dirais plus en termes de préférence. Leur préférence aujourd'hui, les jeunes, je trouve que c'est beaucoup plus marqué pour la Gen Z qui commence à rentrer sur le marché du travail. On parle donc des gens qui ont 25 ans et moins, donc c'est vraiment les gens de 18-25 ans. Mais on va peut-être aussi parler de l'apprentissage, parce que c'est important. Mais en fait, ces jeunes, ils veulent un peu plus d'équilibre. Alors, c'est clair qu'ils ont envie, les employeurs disent, mais ils veulent tout. Ils veulent avoir le même salaire, mais travailler moins, et puis travailler sur un mode assez flexible, mais d'après leurs besoins. Typiquement, moi, je veux bosser à 80% en prenant 3 mois de vacances, etc. Donc, les préférences des jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus orientées vers un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Tant mieux. Et tant mieux. Je dirais tant mieux, en tout cas, par rapport à ma génération, c'est tant mieux. Mais ça ne signifie pas que le niveau de salaire ou le niveau de revenu ne les intéresse pas. Ça, certainement pas. En tout cas, pas à la HEG ou en tout cas dans la formation management ou économie. Donc ces jeunes, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est effectivement avoir un travail qui les intéresse, qui les motive, avoir un environnement effectivement qui leur permet de s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont bien compris, la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin de constamment se remettre en question et de se former, d'acquérir des nouvelles compétences, de développer certaines compétences. Donc ça, je crois qu'ils ont assez bien compris. D'être stimulés, quoi. D'être stimulé, d'être dans un environnement stimulant, exactement. C'est le mot approprié. Ouais. Alors, qui fait sens, ça, c'est assez intéressant d'après les études. Ça dépend de nouveau des profils. Si on prend les business schools, le sens, c'est quand même d'avoir un bon salaire. D'accord ? Après, si vous allez plutôt dans d'autres types de formations ou de facultés, d'autres écoles, là, ça va être beaucoup plus, effectivement, le sens, peut-être. Donc voilà, vous avez de nouveau, toute une hétérogénéité de préférences avec quand même justement ce trend qui est très fort par rapport à cet équilibre en temps de travail, donc le temps professionnel et puis le temps privé. Ça, c'est très important. Je dirais que personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus, je dois dire, comme demande de la part des jeunes. Mais est-ce qu'il y a un secteur qui ressort plus qu'un autre ? Des secteurs qui attirent les jeunes ? Oui. Alors, c'est un petit peu biaisé chez nous. Au départ, il y a quand même pas mal de gens qui continuent à être très intéressés par tout ce qui est banque et finance. Parce que le signal, c'est que c'est là où je peux peut-être avoir des bonnes conditions, et notamment salariales. Donc ça, il y a peut-être un petit biais qui est lié justement au profil des étudiants, mais de manière générale, les secteurs qui attirent nos étudiants, il y a tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Ça, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui voient un petit peu leur avenir. On leur pose des questions, par exemple, à la HESSO, on leur pose beaucoup de questions quand ils rentrent, et comment ils se projettent ou comment ils se voient finalement, ou dans quel type de secteur ils se voient. Et puis c'est vrai que quand on leur pose la question, un certain nombre, quasiment une personne sur 3, dit « je vais être indépendante ou indépendant. Je vais créer mon business ». D'accord ? Et après, on regarde un petit peu comment ça se passe 2-3 ans après la sortie de l'école. Cette proportion est beaucoup plus faible. Donc, il y a une volonté quand même, il y a une forme de volonté d'autonomie, d'indépendance. Mais après, on se rend bien compte, une fois qu'on arrive sur le marché, il y a un principe de réalité. Et puis, les jeunes, ils s'adaptent. Ceux qui arrivent à s'adapter, ils arrivent très bien à avancer, très bien à commencer, peut-être plus vite que les autres, parce qu'ils sont peut-être moins regardants sur toutes les conditions, la situation dans laquelle ils vont faire leur premier emploi, etc. Mais ils ont quand même après, si vous voulez, une volonté d'être plus autonomes dans leur travail. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Donc, c'est pas seulement peut-être que je sois indépendant, mais si je travaille pour toi, j'aimerais avoir un niveau d'autonomie dans les tâches que je réalise, comment je les réalise, à quel moment je les réalise. Ça, c'est très important, j'ai l'impression, par rapport aux nouvelles générations. Et donc, ce qui va assez bien avec les nouveaux emplois. D'accord ? Mais ce qui n'est pas toujours très compatible avec des secteurs d'activité, typiquement, comme on parlerait de la restauration. Ah oui, mais bon, moi, j'ai 4 personnes qui font le service durant la semaine. Si tout d'un coup, maintenant, tout le monde veut passer à temps partiel, etc., je vais devoir engager 1 ou 2 personnes de plus. Et donc, pour moi, c'est assez compliqué, c'est plus coûteux. Donc là aussi, c'est là où il y a un petit peu plus de freins, c'est-à-dire quand on est dans des professions ou des secteurs où finalement il y a moins d'innovation d'un point de vue technologique et donc il y a plus
on reste d'autant plus sur finalement une structure des préférences plutôt ancienne, si vous voulez, si je peux me permettre comme ça. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je pense que les employeurs dans ce secteur sont finalement dans une situation assez délicate, parce que ça signifie qu'ils doivent changer quelque chose. Ils doivent proposer d'autres choses, autrement, faire autrement, puis aussi peut-être être prêts à payer davantage. Et donc, voilà, ça va se répercuter en termes d'inflation, hein, ça, on est tous conscients. Mais si je veux offrir des meilleures conditions, ça va me coûter. Donc voilà, dans ces secteurs, c'est un peu plus compliqué. Dans d'autres, c'est un petit peu plus facile pour les jeunes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça va aussi rapporter parce que vous aurez des personnes motivées, investies, plus productives et du coup, en coût réel mesurable, effectivement, ça va coûter. Mais est-ce que ça rapporterait ce qui est difficilement mesurable, malheureusement ? Ce ne serait pas un win-win finalement? Vous avez déjà le bon réflexe. Vous voulez me faire raisonner en termes relatifs et c'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai eu des bons profs à la HEG. Non mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, mais c'est pas toujours évident de voir ce potentiel gain de productivité. Parce que c'est de ça dont vous êtes en train de parler. Parce que c'est pas mesurable. C'est ça, si, c'est mesurable. Bien sûr, c'est mesurable. Ce que ça rapporte? Oui, bien sûr, si. Mais après coup, ex post. Bien sûr. Mais avant, si vous voulez, moi j'ai fonctionné en tant que patron, j'ai fonctionné sur un certain modèle. Et puis là, j'ai des jeunes qui arrivent qui me proposent un autre modèle. Qui disent, mais tu verras, je vais être plus productif. Il faut que je leur fasse confiance, il faut que je me lance, et puis il faut que j'investisse, il faut que j'accepte des coûts plus élevés, plus de personnes. Et puis après, on verra, on espérera effectivement qu'ils seraient plus productifs. Mais est-ce que vraiment vous pouvez augmenter votre productivité dans un secteur comme ça? Parce que augmenter votre productivité, ça veut dire quoi? Alors, si on devait reprendre l'exemple du serveur, ce serait... C'est pour ça que je disais c'est difficile au niveau individuel de mesurer parce que on se dirait que la personne serait plus reposée, donc du coup plus agréable et donc du coup elle va offrir un meilleur service. Mais ça c'est, je pense, difficile de voir comment est-ce qu'on mesure l'attractivité que la personne va offrir dans son travail et le fait qu'elle soit bien reposée, qu'elle ait envie de venir parce qu'elle a joué au foot avant de venir ou qu'elle ait fait... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends très bien. Justement, parce qu'elle est plus équilibrée, elle va être plus motivée, le coût à l'effort va être plus faible pour elle, j'entends tout ça. Hein. Mais maintenant, de nouveau, si vous mettrez à la place du patron ou de la patronne, c'est un petit peu un pari qu'elle doit prendre. Elle doit accepter, effectivement... Après, comment on va le voir? Bien sûr qu'on va le voir. Si elle arrive à augmenter son chiffre d'affaires, ça va être ça son signal. C'est-à-dire, mais est-ce que mon chiffre d'affaires va augmenter plus que proportionnellement par rapport à ce que j'ai investi? Et donc là, je vais être gagnant. Ou au moins dans la même proportion. C'est-à-dire que je ne suis ni gagnant ni perdant, mais les affaires continuent à fonctionner. Donc de nouveau, bien sûr qu'on va pouvoir le mesurer, mais pas immédiatement. Justement, oui, pas immédiatement. Donc voilà. Donc c'est comme d'habitude, il faut prendre un risque, il faut faire un pari. Et puis aujourd'hui, les entreprises qui font le pari, c'est elles qui réussissent le mieux. C'est-à-dire elles arrivent à trouver finalement un terrain d'entente avec les besoins ou la demande de leur personnel. Mais est-ce que là, on peut imaginer que les startups et les entreprises vraiment très jeunes, pas forcément en termes d'âge des employés, mais vraiment jeunes dans son existence, on peut imaginer qu'elle est plus flexible. Est-ce que là, ce genre d'entreprises ont un avantage concurrentiel parce qu'elles vont être peut-être par définition plus flexibles, elles vont essayer et faire plus de paris? Oui, alors peut-être... Ou pas forcément. Small is beautiful, comme on dit. Donc peut-être les petites structures, bien sûr, on l'a toujours dit, une petite structure peut être beaucoup plus flexible qu'une grosse structure, ça forcément. Même d'un point de vue biologique et physique, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend de nouveau de la personnalité des personnes qui doivent faire des choix. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous voyez, typiquement, moi j'ai eu pas mal de demandes ces 2 dernières années, depuis le post-Covid, sur justement de la part de Gastro Suisse ou d'autres associations d'employeurs, sur quelles sont les préférences de ces jeunes par rapport à l'emploi. Donc, ils se questionnent beaucoup, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, ils veulent tout, etc. Donc, ils se questionnent, mais il y en a certains déjà qui trouvent des solutions. D'accord? Il y en a qui se questionnent encore, il y en a qui refusent de se questionner. Et puis, sur le marché, vous avez des gens qui, eux, ils ont passé au-delà du questionnement. Ils sont dans une solution, de trouver une solution, parce qu'ils ont besoin de trouver une solution avec leur employé ou leur potentiel employé, afin de maintenir effectivement la marge des affaires qu'ils souhaitent. Donc ça, de nouveau, sur un marché, vous allez avoir plusieurs profils, plusieurs comportements, plusieurs attitudes. Après, normalement, si ça fonctionne bien, à terme, ceux
qui vont réussir le mieux vont être copiés par ceux qui réussissent le moins bien. Donc on peut s'attendre à ce que peu à peu, d'accord, ces préférences qui proviennent de la jeunesse et qui a aujourd'hui, d'une certaine manière, un peu plus de pouvoir de négociation que la génération de même âge il y a une vingtaine d'années, qui vont arriver à terme à faire changer effectivement les conditions de travail, la rémunération dans certains secteurs. Mais moi j'imagine la personne qui est aux ressources humaines, qui a plus de 50 ans, qui a toujours fait les choses d'une certaine manière et qui doit être en processus de recrutement là depuis ces 5 dernières années. Mais je la plains, la pauvre personne, ça doit pas être évident parce que ça doit être un changement total des mentalités auquel elle doit se confronter, quoi. Je ne sais pas si c'était avec vous ou quelqu'un d'autre avec qui on discutait, qui disait que durant toutes ces dernières décennies, c'était la personne qui venait demander un travail, donc qui toquait à la porte, qui se faisait tout petit, qui écoutait, qui remerciait qu'on l'ait reçu. Et aujourd'hui, c'est OK, pourquoi moi je viendrais travailler chez vous ? Alors qu'avant, la question c'était qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, nous, grandes entreprises ? Absolument. Ça doit être perturbant comme jamais. Alors je pense que c'est perturbant, c'est clair. Quand vous avez justement un changement dans ces équilibres de marché, c'est clair que pour la partie qui se retrouve dans une situation où elle a moins de pouvoir de négociation, c'est un peu plus compliqué. C'est évident que c'est compliqué. Après, vous faites référence peut-être aux gens de ma génération qui justement ont été éduqués ou ont grandi ou ont intégré le marché de l'emploi dans des situations différentes, qui étaient forcément dans une situation où on avait moins de pouvoir de négociation en tant qu'employé ou nouvel employé. Et donc aujourd'hui, je répète, dans certains secteurs et pour certains profils, c'est clair que la situation est totalement inversée, mais totalement inversée. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure sur la santé, aujourd'hui, un physiothérapeute, il fait ce qu'il veut sur le marché. Il n'y a aucun problème. C'est génial. C'est génial pour eux. Après, on peut revenir sur le fait de comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de physiothérapeutes par rapport à la demande. Justement, c'était ma question. Alors, pas sur les physiothérapeutes, mais de manière générale, comment est-ce qu'on est arrivé au fait qu'il y ait une certaine pénurie sur le marché ? C'est dû à quoi ? Alors déjà, vous ne pouvez pas toujours prévoir quelle va être la demande du côté justement de ces besoins. Des personnes qui veulent de plus en plus faire attention à leur corps ou font appel à un physiothérapeute plus facilement, etc. Donc, vous avez ça, vous ne pouvez pas tellement le prévoir. Okay, donc, on peut être dans la prospective, on peut essayer de comprendre qu'effectivement, il y a une forme d'hédonisme, il y a quelque chose de très important dans la société qui a commencé déjà depuis les années 80, les années 90, mais vous ne pouvez pas prévoir tout ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement du côté de la production, entre guillemets, de physiothérapeutes, par exemple, ou d'infirmiers ou d'infirmières, l'État a un rôle à jouer. D'accord ? L'État a un rôle à jouer parce que ces personnes sont formées dans un cadre public, dans des institutions publiques, que ce soit la Haute École de Santé ou une autre forme de haute école qui forme les infirmiers, infirmières, etc. Donc là, ce qui signifie, c'est qu'on n'en forme pas assez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un numerus clausus. Il y a une sélection. En tout cas à Genève, dans le canton de Vaud, dans la HESSO. Et donc, effectivement, on pourrait se questionner sur la pertinence de ce numerus clausus. De la même manière qu'on a une pénurie de médecins au niveau suisse, et on a des numerus clausus dans les universités. C'est-à-dire vous avez un nombre limité de gens qui rentrent toutes les années en faculté de médecine. Donc là, on peut se poser des questions. Quelle est la pertinence de ces numerus clausus, c'est-à-dire cette limitation du nombre de personnes qui peuvent rentrer dans une formation, ce qui signifie, bien entendu, pour l'État de devoir investir, d'accord, de devoir investir davantage dans ces filières de formation, parce que vous avez besoin d'enseignants, vous avez besoin de classes, vous avez besoin de matériel, et donc pour pouvoir produire plus de physiothérapeutes. C'est comme les ingénieurs, j'aimerais en produire davantage, mais les ingénieurs, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de numerus clausus. Donc c'est uniquement les préférences des personnes qui vont ou pas choisir cette carrière. Par contre, il y a beaucoup plus de gens qui aimeraient faire des études en physiothérapie que le nombre de places qui est disponible. Donc là, on peut se poser des questions. Là. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une pénurie au niveau général du marché. Alors, pas dans tous les secteurs. Pas dans tous les secteurs. Non. Vous avez des secteurs où il n'y a pas... La pénurie est très faible. Lesquels, par exemple ? Vous avez typiquement ce que j'ai dit avant, dans certaines industries manufacturières ou du façonnage, l'industrie du cuir, du bois, du textile. Là, on n'a pas tellement de soucis. Ouais, donc mais par contre, si on reste dans la manufacture, vous allez avoir plus de problèmes dans tout ce qui est, finalement, ce qui fait ce qui est le fleuron de notre industrie.
tout ce qui est machine, je vous rappelle ABB, tout ce qui est instruments de précision. Ici à Genève, on a encore beaucoup là-dessus, tout ce qui est horlogerie, mais aussi dans le domaine technique. Dans tout ce qui est les instruments ou les outils médicaux, on a aussi en Suisse, on est assez pointu dans ce domaine. Donc tous ces secteurs où justement je reviens sur les aspects techniques, les aspects d'ingénierie, on a une grosse pénurie en Suisse qui ne fait que s'accentuer, étant donné la dynamique finalement du progrès technologique qu'on connaît ces dernières années. C'est-à-dire si avant on avait une pénurie à ce niveau-là, cette pénurie ne fait que s'accroître. Par contre, il n'y a pas de numerus clausus là-dessus. Donc c'est que les préférences des jeunes. Mais justement, avec le Covid et la catastrophe que ça a été pour les entreprises, etc., on pourrait se dire, on s'attendrait plutôt à un autre scénario, qui serait une saturation du marché, un grand chômage, suite aux entreprises qui ont fait faillite, ou celles qui avaient du mal à redémarrer, ou autres. On a évité ces faillites. Ouais. Je rappelle qu'on a injecté énormément de milliards via l'assurance chômage pour avoir ce chômage partiel. C'est-à-dire l'idée, c'était, et notre Conseil fédéral a réagi très rapidement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il s'est dit on ne peut pas laisser les entreprises dans une situation où elles risquent de perdre leur savoir-faire, c'est-à-dire leur capital humain. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a aidé ces entreprises à maintenir une situation qui soit viable jusqu'à la sortie de la crise. Donc, après, celles qui, finalement, n'ont pas continué à être actives ou sont tombées en faillite après le Covid, c'est qu'elles n'étaient pas en bonne santé déjà avant le Covid. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc, finalement, c'est pas étonnant. C'est plutôt, on a fait en sorte que les entreprises continuent à exister, qu'elles gardent leur savoir-faire, leur capital humain, et puis qu'après, elles puissent repartir comme si de rien n'était. Mais bien sûr, entre-temps, il y a eu ce qu'on a discuté avant, il y a eu des gens qui ont bougé de secteur, qui ont dû bouger d'emploi, qui n'ont pas accepté peut-être de toucher 80 ou 90% seulement de leur salaire, parce que je vous rappelle que l'assurance chômage ne couvrait que 80%. Donc c'est l'entreprise qui devait mettre le différentiel par rapport au salaire des personnes. Et puis, elle ne pouvait pas toujours le faire. Et donc, les personnes ont commencé à bouger. D'accord ? Elles se sont retrouvées avec une diminution de leurs revenus. Et donc, ça les incitait, ou même pour certaines personnes, elles ne supportaient pas d'être dans une inactivité. Donc, elles ont trouvé finalement d'autres voies qui leur correspondaient plus. Et puis, elles ne sont pas revenues d'où elles étaient parties. Typiquement, l'hôtellerie et la restauration, ou le domaine de la santé. Et si on prend encore un peu de recul et qu'on se dit, OK, donc il y a certaines pénuries dans certains secteurs, d'autres pas. Si on devait se dire, OK, au niveau général, que ce soit les freins, les challenges ou les opportunités que ça apporte cette situation, à quoi est-ce qu'on pourrait penser ? Alors moi, je pense plutôt aux challenges d'abord et aux défis. Pour les entreprises, on en a pas mal parlé. Les entreprises, il faut qu'elles finalement, elles s'adaptent aux préférences de la nouvelle génération. Et pourquoi c'est important ? Elles le savent pertinemment. Elles savent très bien qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de diminution de la population active, étant donné qu'il y a toute cette génération baby-boom qui, d'ici 5-6 ans, va complètement sortir du marché du travail. Aujourd'hui, par rapport à la situation, ça fait beaucoup de personnes. Ça fait beaucoup de personnes. Je pourrais vous dire quand même, vous rappeler que c'est une génération qui a commencé déjà à sortir, qui a déjà, beaucoup d'entre elles et d'entre eux sont déjà en retraite. Mais c'est une génération, si on l'a appelée baby-boom, c'est parce qu'elle est très importante relativement aux autres générations, en termes de nombre. Donc ça veut dire que ça va faire, relativement aux nouvelles générations, ça va faire un grand trou. Et donc il va falloir effectivement remplacer toutes ces personnes. Non seulement par rapport aux entreprises, mais parce que ça a des enjeux aussi par rapport à l'équilibre, je dirais, macroéconomique. Il nous faut des gens qui travaillent pour payer typiquement l'AVS des personnes qui sont en retraite et qui seront très nombreuses. D'accord ? Donc, il y a un enjeu, si vous voulez, il y a plusieurs enjeux et défis qui sont très importants ces prochaines années. Et c'est pour ça que finalement, il y a du côté des entreprises, pour elles, parce qu'on n'a pas encore parlé de transition écologique, parce que ça aussi c'est très important. Mais en gros, vous avez des entreprises qui s'adaptent plus rapidement que les autres, par rapport à ses préférences, par rapport à la demande du marché, puis d'autres qui vont traîner. Et pour elles, ça va être un peu plus compliqué, effectivement. Ça va être plus difficile. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de disparaître, mais elles vont se faire remplacer
D'accord ? Elles vont se faire remplacer par des entreprises qui correspondront plus à la demande et puis qui auront plus de facilité peut-être ou qui auront les clés, les outils pour attirer les bonnes personnes. Donc vous avez un enjeu qui est extrêmement compliqué. C'est pour ça que déjà là on peut parler on a parlé un peu de formation, on a parlé un peu d'immigration, mais c'est l'immigration surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'État va devoir trouver un moyen de flexibiliser un petit peu les règles actuelles. Vous le savez, on a un système de cercle en Suisse par rapport à la main-d'œuvre étrangère par l'immigration. Et puis, on a ce qu'on appelle les tiers-États, c'est-à-dire ceux qui ne correspondent pas à l'Union européenne. D'accord ? Il y a un accès facilité des personnes qui viennent de l'Union européenne vers la Suisse. Par contre, quand vous venez d'un autre pays, c'est plus compliqué. Sauf si vous appartenez à ces classes de professions qui sont très recherchées depuis longtemps, c'est-à-dire dans l'ingénierie, dans les sciences, etc. Donc, ce qu'il faudrait faire pour l'État, un des challenges, et je ne parle pas de la formation pour en revenir après, mais un des challenges, effectivement, c'est de gérer ou de revoir différemment leur politique migratoire. Donc, on doit faciliter l'obtention de permis de travail pour des personnes qui ne viennent pas de l'Union européenne, mais où on peut prouver que les entreprises en ont besoin et qui, à nouveau, dans le cas de Genève, vous n'avez pas des profils similaires qui sont à disposition parmi les personnes qui sont en chômage. D'accord ? Actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez ces enjeux très importants. L'État doit essayer de faciliter un petit peu plus l'immigration et pas seulement se concentrer sur ces personnels très qualifiés dans le domaine des sciences et de l'ingénierie, mais dans d'autres domaines. D'accord ? Alors, on a parlé de la santé, ça c'est déjà fait, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs. Il y a d'autres professions de la santé au sens large, pas que d'infirmiers et d'infirmières, dans tout ce qui est social, les aides à domicile. Aujourd'hui, si vous avez une population qui devient de plus en plus âgée, elle a de plus en plus de besoins, et là aussi, on a besoin de personnes. D'accord ? À moins que vous vouliez effectivement gérer les choses, tout le monde, dans des établissements. D'accord ? Donc, sortir les gens de chez eux, et ça va être aussi très coûteux. D'accord ? Donc, les enjeux en termes de personnel sont très importants, notamment du personnel d'origine migrante. D'accord ? Donc là, il y a des choses à faire. Après, si on passe du côté de la formation, alors là, la formation, il y a beaucoup de choses à faire, bien entendu, de la part de l'État, mais de nouveau pour créer des incitatifs. Mais en fin de compte, c'est plutôt les vrais incitatifs, c'est le marché qui va les créer. Donc, c'est qu'offrent les entreprises dans ces secteurs, dans ces professions. Pourquoi, s'il y a si peu de femmes qui se lancent dans les carrières d'ingénieurs ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont moins compétentes ? Je ne crois pas. C'est pas ça. Parce qu'elles se sentent moins compétentes, ça c'est possible, alors que dans la réalité elles ne le sont pas. Ou peut-être aussi qu'elles sont moins attirées par ces professions qu'elles voient comme des professions très masculines. D'accord ? Donc on a toujours ce problème. Là aussi, il y a un gros travail à faire au niveau scolaire, au niveau de l'éducation depuis le départ, c'est-à-dire inciter les filles aussi à s'intéresser à tout ce qui est sciences et techniques, et pas que les garçons. Et puis après, un peu plus tard, l'État, là où il peut intervenir, en collaboration, en coopération avec les entreprises, comme ça a toujours été le cas dans la formation professionnelle initiale, c'est-à-dire l'apprentissage. Genève, on est les moins bons. C'est vrai ? Ah oui, très largement. En termes d'apprentissage, on est les moins bons de Suisse. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire que dans le sens où on est les moins bons, on a le taux de jeunes qui sortent de l'école obligatoire, c'est-à-dire du cycle d'orientation à 15-16 ans, on a le taux le plus faible qui rentre en apprentissage en entreprise. En CFC dual. Parce qu'il y a très peu de place aussi. Moi, déjà, à l'époque, j'étais en apprentissage. C'était compliqué. Oui, c'était compliqué. Mais donc, vous êtes passé par une entreprise pour votre CFC dual ou... Oui, j'ai fait un apprentissage en entreprise. Mais je sais que pour elles aussi, c'est compliqué d'avoir les conditions parce qu'elles doivent passer certains tests ou quoi pour recevoir des apprentis. Et là aussi, c'est pas évident parce qu'il faut trouver quelqu'un qui veut bien les suivre, quelqu'un qui veut bien faire la formation, etc. Enfin, c'est pas... Voilà, vous disiez que doit faire chacune des parties, chacun des agents. Là, les entreprises, il faut effectivement... qu'elles acceptent des coûts, d'accord ? C'est-à-dire de prendre une personne qui doit s'occuper d'un, deux ou de plusieurs apprentis. Ouais. Et donc, ça signifie que je ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Vous vous souvenez du principe du coût d'opportunité ? Si j'utilise cette ressource quelque part, je ne peux pas l'utiliser ailleurs. Donc, pour moi, entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est un peu problématique, c'est coûteux. D'accord ? Donc, je dois avoir quelqu'un. Mais ça peut être rentable. C'est là où on a démontré, en tout cas en Suisse, avec différentes études et différentes recherches, que c'est rentable
pour les entreprises. Et si ce n'est pas assez rentable, c'est là où l'État peut aider ces entreprises à le rendre rentable, cet apprentissage. Mais je pense qu'il y a peut-être un problème de perception, parce qu'on se dit probablement. Il faut encore former quelqu'un, il ne va pas me rapporter beaucoup, alors que moi déjà à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on va dire un peu moins, on était payé... je crois la première année 400 francs. C'est ça, ou à peu près. Francs. Ça ne doit pas être beaucoup plus maintenant. 600, et puis après 800, et puis après, au mieux, c'était 1200. Voilà, en dernière année. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut blâmer après l'apprenti quand ça ne va pas, pour dire « Ah, il a encore fait une erreur, alors que c'est le Big Boss qui l'a faite. » Oui. Bon, ça c'est les petites histoires. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, ça ne coûte pas grand-chose. En tout cas, pour la personne qui le dit. Mais je dirais que vous avez quand même, sur l'apprentissage, je trouve que c'est important parce que je ne pense pas seulement à des jeunes qui sortent de notre système de formation. Là, si vous pouvez me permettre, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup ces dernières années, mais en gros, vous avez déjà, on a une structure de l'organisation de la formation chez nous qui est assez problématique, puisque dès l'âge de 12 ans, vous dites à certains enfants, toi, d'accord, en gros, tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ci. Donc, je te mets dans une filière, déjà, en t'envoyant un signal comme quoi tu n'auras pas vraiment du choix à 15-16 ans. Ça, c'est assez problématique, c'est très problématique. Donc, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Après, quand vous arrivez à 15-16 ans, vous devez faire un choix. Et là, en fait, vous avez fait un choix qui est généralement assez biaisé parce que déjà, les préférences des jeunes et les préférences des parents, notamment ici en Suisse romande et d'autant plus à Genève, il est biaisé en défaveur de l'apprentissage. On voit l'apprentissage comme finalement un dead end, comme disent les Anglais. Or, c'est complètement faux, on le sait. Mais il y a un travail de fond qui a commencé à être fait, ici à Genève comme ailleurs, pour essayer de valoriser l'apprentissage. Maintenant, ça c'est une chose. Après, il y a un objectif fédéral sur lequel tous les cantons essayent d'atteindre. C'est finalement d'avoir 95% des jeunes qui ont 25 ans en Suisse et qui sont sortis de l'école obligatoire en Suisse doivent avoir au moins un CFC, voire une MATU. Alors, je peux comprendre que ça soit déjà très ambitieux pour des cantons qui sont partis comme Genève à un taux de 85% il y a encore quelques années. Maintenant, je crois qu'on est à 87-88%. Mais ça signifie que vous avez 12% des jeunes qui sont sortis de l'école obligatoire genevoise et qui, à 25 ans, n'ont pas encore de CFC ou de MATU. Donc là, on peut se poser beaucoup de questions. Comment c'est possible d'en arriver là ? Pour des jeunes qui sont sortis de notre système de formation. Je ne considère pas tous les jeunes qui sont arrivés après le cycle d'orientation. Donc là, il y a quelque chose à faire. L'État est très actif ces dernières années là-dessus. Il essaye, on a amélioré les choses, on a voté, on a mis en place la constituante par rapport à l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, mais ça ne fait que reporter le problème. D'accord ? C'est de nouveau des jeunes qui ne trouvent rien entre 15 et 18 ans ou qui n'arrivent pas à se stabiliser dans une formation. On les retrouve avec les mêmes problématiques à 18 ans. D'accord ? Donc il y a d'autres choses à faire. C'est un chantier qui est énorme ces prochaines années. Et là, je pense que c'est vraiment très important d'avoir une coopération, une collaboration entre État et employeurs. Et aussi les représentants des employés. Donc là, c'est le tripartisme, le fameux tripartisme qui a été copié dans tous les autres cantons. Mais c'est à Genève qu'on a toujours eu cette culture du tripartisme, donc sur les trois parties, l'État, employeur, employé. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, sur l'apprentissage. Et puis, si je reviens sur les préférences des jeunes, je donnerai juste un petit exemple. J'ai mon dernier qui, effectivement, il a la chance d'avoir pas mal de facilité à l'école. Donc, il est au collège. Très bien. Certains de ses copains et de ses copines ont choisi de rentrer dans une école professionnelle en apprentissage. Dans leur petite bande où ils étaient une dizaine, il y en a 3 qui ont fait ce choix. Les 3 veulent arrêter. Et quand je leur demande pourquoi, c'est pas que ça leur intéresse pas. C'est qu'ils trouvent que c'est trop dur. Que par rapport à leurs copains et leurs copines qu'ils voient au collège ou à l'ECG, le soir, ils doivent bosser un petit peu, le week-end de temps en temps, mais ils ont des horaires où ils commencent plus tard, ils commencent pas à 7h du matin. Parce qu'ils commencent à 7h du matin, ces gamins, que ça soit à l'école professionnelle de mécanique, de mécatronique, ou celle d'informatique ou sur un apprentissage, ils commencent extrêmement tôt. Et ils finissent tard. Et puis, comme vous le dites, d'un point de vue de la rémunération, c'est déjà quelque chose, mais forcément que par rapport à la perception qu'ils peuvent avoir de ce qu'on pourrait gagner à terme, ils ont l'impression que c'est très coûteux quand même, alors que ce chemin est très coûteux pour arriver à un salaire qui soit décent.
Donc, il faut de nouveau comprendre qu'on a une jeunesse aujourd'hui. Si on veut les attirer dans ces apprentissages, et on a besoin de former des gens, c'est une très bonne formation, l'apprentissage en entreprise, eh ben, il va falloir réfléchir un petit peu aux conditions. Et donc, là, je fais un petit peu de provoque, mais peut-être qu'il faut faire des apprentissages où finalement, ils sont pas à 100%, mais ils sont à 80 ou 90%. C'est-à-dire qu'ils sont comme les gens, comme les collégiens, comme les gens qui sont à l'ECG ou qui font un CFC à l'école, qu'ils aient moins de pression. Parce que peut-être ce qu'ils reçoivent en argent, c'est pas ce qui est important pour eux. Ce qui est important, c'est la socialisation. C'est quand ils se comparent à leurs pairs. Et ça, je pense que c'est un domaine dans lequel on doit vraiment, vraiment essayer de s'améliorer. Finalement, repenser le système de l'éducation dans son intégralité à plusieurs niveaux et pour plusieurs secteurs. Alors, bon, peut-être, de manière générale, on a quand même un très bon système de formation. Justement, c'est pour ça que je suis étonnée quand même de ce que vous dites, parce que 12% des personnes qui ont 25 ans, qui n'ont pas qui n'ont pas de CFC, de diplôme, pour un pays comme la Suisse, c'est assez élevé, je trouve, qui met l'accent justement sur la formation, parce que c'est une des ressources principales. Bien sûr, c'est exactement ça. Bon, il faut savoir qu'au niveau international, il n'y a que la Corée du Sud qui a atteint les 95%. Qu'on soit tous d'accord, il faut quand même de nouveau relativiser. Mais de nouveau, pour nous, c'est fondamental le capital humain. Parce qu'on n'a rien d'autre. Bien sûr. On a du capital politique et social qui est assez exceptionnel, qui est vers moi même unique, et qui fait probablement la valeur de notre franc suisse, de notre cher franc suisse. Mais ce capital humain est essentiel. On n'a rien d'autre. On n'a ni gaz, ni pétrole, ni minerais, mis à part de l'eau en quantité de bonne qualité et de l'air pur. Mais on n'a rien d'autre. Donc ce capital humain, forcément qu'on a toujours relativement bien fait les choses, mais il faut les faire encore mieux. On peut toujours s'améliorer. Et puis là, c'est par rapport à ce choc, si vous voulez, de la nouvelle génération, des nouvelles générations et de leurs préférences. Parce que ce n'est pas seulement chez nous que ça se passe, ça. Même dans les cantons alémaniques, qui ont toujours vanté et qui ont, je ne sais pas, vous prenez un canton de Saint-Gall, vous avez quasiment un enfant sur deux à la sortie du cycle qui va dans un CFC, un apprentissage en entreprise. C'est énorme. Mais même là-bas, même dans ces cantons-là, ça diminue. Et surtout, il y a de plus en plus de ruptures de contrats qui viennent de la part du jeune. Donc le questionnement, il n'est pas seulement sur Genève. Genève, c'est peut-être qu'en termes de chiffres, on est un peu au bout du classement, mais la dynamique, elle concerne tous les jeunes de Suisse. D'accord ? Donc il y a un besoin aujourd'hui de changement, de revoir un petit peu les conditions dans lesquelles tu me proposes de faire un apprentissage chez toi. Alors, pas pour toutes et pas pour tous les segments de l'apprentissage, mais dans pas mal de segments. Typiquement, vous prenez les cuisiniers. D'accord ? Si aujourd'hui, les hôteliers, les restaurateurs ont autant de problèmes à engager des cuisiniers, c'est parce que vous avez une explosion des ruptures de contrats. C'est trop dur. D'accord ? Pour les jeunes, les conditions que tu me proposes de travail, les horaires que tu me donnes et ce que je suis rémunéré et ce que je vois au bout de mon apprentissage, j'ai pas envie. Donc, ciao, à bientôt. D'accord ? Donc, si je veux garder le jeune, je suis obligé de réfléchir et de revoir un petit peu ma stratégie pour le garder et le former. C'est important pour lui, c'est important pour moi en tant qu'entreprise, en tant qu'État, de manière générale pour le pays. Il faut qu'on forme des gens. Il faut être un peu plus ambitieux, aller au-delà de 95%, je dirais. Qu'est-ce que l'État peut faire à ce niveau-là ? Qui doit essayer de trouver des solutions avec les entreprises par rapport à la formation professionnelle. Tout ce qui est ces secteurs où on a une pénurie. Et puis, on parle beaucoup des femmes, parce que les femmes, 2/3 des femmes sont actives, mais à temps partiel. Et donc, ce qu'on aimerait, certains partis, ils disent, j'ai pas besoin de l'immigration, je ne vais pas les citer, il faut simplement que les femmes augmentent leur taux d'activité. OK, mais en même temps, si elles augmentent leur taux d'activité, qui fait les bébés ? Qui s'occupe des bébés ? Qui s'occupe des enfants ? Et qui garde les bébés la journée ? Et donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, mais tu es le même parti qui ne veut pas d'immigration et qui ne veut pas de politique familiale. D'accord ? Tu ne veux pas qu'il y ait plus de places de crèche. Mais alors, comment on fait ? Comment on fait ? Et puis, attendez, parce que j'ai pas encore parlé de fiscalité. Mais si vous êtes dans un couple aujourd'hui, si vous êtes marié, vous prenez une belle baffe par rapport au couple non marié, puisque vous êtes taxé sur la somme de vos revenus. Donc, ça veut dire que le taux auquel vous allez être taxé est beaucoup plus élevé que si vous aviez 2 personnes qui étaient séparées. Donc, en fait, ce que vous dites, ce parti, il dit, oui, il faut augmenter, il faut que les femmes travaillent davantage. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, ils sont rationnels, les ménages aussi.
Ils font leurs calculs. Ils me disent, ouais, mais alors attends, chérie, si tu augmentes ton taux d'activité, donc je suis le monsieur, je dis à ma femme, chérie, si tu augmentes ton taux d'activité de 40%, j'ai fait les calculs. On gagne tant de brut en plus et en impôt, on va payer tant de plus. En fait, sur ces 40% de plus de revenus bruts, tu te retrouves avec la moitié. Donc après, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Parce que moi, moi j'ai des enfants de bas âge. Donc qu'est-ce que j'en fais ? Il n'y a pas de place de crèche. OK ? Donc voilà, je crois que les challenges, si vous me lancez là-dessus, je pourrais en avoir d'autres, mais il y a beaucoup de chantiers. Il y a énormément de chantiers si on veut finalement essayer que tout ce puzzle magique qui constitue ce bel équilibre qu'on a en Suisse continue effectivement à tenir. Donc il y a encore pas mal de pièces qui doivent être ajustées. Il y a pas mal de champs d'intervention qui sont plus ou moins prioritaires par rapport à la formation, mais pas seulement la formation, c'est tous ces éléments dont j'ai discuté autour aussi. D'accord ? C'est-à-dire, si je veux réellement attirer davantage les femmes sur le marché du travail, ce qui va un peu à l'encontre des préférences actuelles des jeunes, qui veulent plutôt être à temps partiel. Mmh. Donc, vous voyez, ce que je dois gérer un petit peu, c'est toutes ces tensions au niveau des préférences, parce que les préférences, c'est finalement... C'est ce qu'il y a de plus important, c'est celles qui vont décider quand on va voter, puisqu'on est un pays de démocratie directe, donc on vote assez régulièrement, donc on peut indiquer nos préférences par rapport au choix de l'État ou ce que nous propose l'État. Et puis, il y a toutes les questions de préférence entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Et donc là, qu'est-ce que peut faire l'État ? L'État, il est sur la formation et sur la fiscalité. C'est là où il peut intervenir. Sur le reste, c'est le marché qui doit avancer et puis se réguler d'une certaine manière. On peut imaginer que les crèches soient gratuites ? Ouh là, alors ça, vous me lancez sur un sujet, qui me tient, qui me tient beaucoup à cœur. En gros, si vous voulez, à ce niveau-là, forcément, si on revient un petit peu aux enfants, aux crèches, est-ce qu'il faudrait rendre gratuites les crèches ? En tout cas, si on veut faire les choses, si on veut régler les problèmes à l'asiatique, c'est-à-dire prévenir plutôt que guérir, je dirais qu'il faut commencer par la petite enfance. Et là, typiquement, les pays nordiques, et notamment la Norvège ou le Danemark, ont mis en place des expériences qui ont démontré que c'était l'une des meilleures solutions par rapport à ce risque d'avoir des enfants, finalement, qui arrivent à l'âge de 18 ou 20 ans, et puis qui sont complètement dégoûtés d'une certaine manière de l'école, et puis qui sont un petit peu rejetés aussi par le marché du travail ou qui sont un peu exclus à la marge, etc. Ces décrocheurs, ces enfants qui sont, entre guillemets, en galère, d'après leurs mots. Là, c'est clair que vous pouvez faire quelque chose. Beaucoup d'entre elles et d'entre eux sont d'origine migrante. C'est-à-dire que je peux régler ce problème de langue et de socialisation avant. D'accord ? Je peux faire en sorte de donner des places comme ils l'ont fait dans la ville d'Oslo, c'est-à-dire je réserve des places gratuites pour tous les enfants qui proviennent de familles où on ne parle pas la langue du pays, pour les aider à s'intégrer, pour les aider à développer justement toutes ces compétences sociales qui lui seront nécessaires pour faire une bonne scolarité. Donc oui, il faut miser là-dessus, non seulement pour aider les femmes à augmenter leur taux d'activité et diminuer le risque de pénurie de main-d'œuvre dans notre pays, mais aussi, si vous voulez, pour réduire un risque futur de décrochage ou d'avoir des jeunes qui arrivent à l'âge de 25 ans et qui n'ont toujours pas de CFC ou de MATU. Donc, idéalement, je dirais pas gratuit, mais parce qu'il faut quand même d'une certaine manière, il faut faire comprendre à la personne qui jouit d'un service ce que ça coûte, mais de le rendre effectivement accessible. Très, très accessible. Et notamment aux familles où l'on estime qu'il y a un risque, notamment en termes d'éducation pour leurs enfants. D'accord ? C'est-à-dire qu'un risque de décrochage, de redoubler, de ne pas s'intégrer, de ne pas avoir les résultats. Parce que ce que l'on veut, finalement, c'est des enfants qui ont envie d'apprendre. Et quand ils arrivent à 15 ans, qu'ils sachent lire, écrire, compter et mesurer, d'accord, au minimum. Et puis qu'ils puissent avoir envie encore, à cet âge-là, d'apprendre. D'accord ? Et donc, qu'ils soient disponibles. Mais si on les a dégoûtés, si on n'a fait que ça,
d'accord, où on leur a dit qu'ils n'étaient pas valables, où on leur a fait comprendre qu'ils ne maîtrisaient pas assez bien finalement la langue locale, etc., etc., c'est des signaux qui, à la fin, quand ils s'accumulent, vous avez des enfants qui dès que vous leur parlez de formation, ils fuient. D'accord ? Donc là, il y a tout un travail, si vous me ramenez là-dessus, oui, il y a les crèches, la petite enfance, les études des économies du travail et de l'éducation ont montré que c'est là où chaque franc investi par l'État était le plus rentable. Beaucoup plus rentable que d'augmenter le budget dans les hautes écoles, par exemple. D'accord ? Donc c'est une très bonne idée. C'est une petite parenthèse à titre personnel et je suis très contente de la réponse. Merci. Donc là, si on passe au futur, on l'a un peu abordé de manière décousue, mais si on recentre un peu les choses au niveau des tendances, que ce soit à l'heure actuelle ou dans le futur, quelles sont les tendances qui sont là et qui vont durer et quelles sont des graines de tendances qu'on peut imaginer pour la suite, à horizon 2030, donc c'est dans 7 ans. Ok. Bon, alors de nouveau, comme on l'a dit au départ, j'ai pas de boule de cristal, mais si finalement, donc c'est très subjectif, je vais donner un petit peu ma vision des choses, mais c'est vrai que j'aime toujours m'inspirer finalement de faits empiriques, c'est mon gros défaut d'économiste du travail. Et là, forcément, qu'on doit regarder un petit peu plus du côté des Américains, parce que lorsqu'il s'agit de données, de statistiques, de prévision, ils ont une culture qui est très très forte à ce niveau-là, qui est très développée, et donc il faut regarder un petit peu ce qu'ils arrivent à produire, parce qu'ils ont des données qu'on n'a pas, typiquement. Et si on revient sur le marché du travail, typiquement la dynamique, faut bien se rendre compte que les nouvelles technologies, les nouveaux outils qui sont développés grâce aux technologies de l'information et de la communication, la programmation, etc., on a forcément, si vous voulez, un risque qui s'est accentué, ou en tout cas une dynamique de substitution de certaines tâches qui étaient réalisées par les êtres humains et qui sont réalisées par les machines. Alors, ce n'est pas nouveau. On revient, si vous voulez, au début du 19e, lorsqu'on parlait effectivement de ces machines à tisser qui sont arrivées, qui finalement, on les a vues comme des machines qui allaient prendre l'emploi. D'accord, qui allait faire disparaître l'emploi. Donc, ce n'est pas nouveau, cette peur finalement du progrès. Mais c'est vrai que le progrès ce progrès technologique est en train de détruire pas mal d'emplois, et notamment tous ces emplois, ou toutes ces tâches, pour être plus précis, qui sont de nature répétitive. Et qui ne demandent pas des compétences intellectuelles relativement élevées. C'est quelque chose, on parle de comptabilité de base. La profession de comptable de base va pas durer, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on a au-delà des ERP, des logiciels que vous connaissez, des algorithmes que vous connaissez, c'est-à-dire ces produits informatiques qui permettent à l'entreprise de faire toute une gestion administrative de leur activité, est encore plus poussée. On utilise l'intelligence artificielle de plus en plus, que ce soit pour la première sélection de dossiers, vous parliez des ressources humaines, un premier tri, pour effectivement faire tout ce qui est saisie de données. Aujourd'hui, avec un bon scan, vous avez une reconnaissance de l'ordinateur qui peut, si vous lui dites où c'est que tu dois mettre ci ou tu dois mettre ça, c'est de la programmation. Dans l'industrie, on l'a toujours vu, les robots, il y en a énormément, depuis longtemps. Donc, tout ça, c'est une dynamique qui s'est juste accélérée, qui va s'accélérer. Et le Covid, c'est un des éléments positifs du Covid, c'est que beaucoup d'entreprises disaient « Ah, le télétravail, c'est pas possible, c'est compliqué ». Là, elles ont été obligées d'expérimenter en live. Et puis, c'est très bien parce que la nouvelle génération, justement, a une demande par rapport à ça. En termes d'équilibre vie professionnelle, vie familiale, elle a envie de pouvoir jouer avec ce travail à distance. D'accord ? Donc, aujourd'hui, vous avez tout un changement grâce à la technologie qui est en train de se faire. Et puis, d'un autre côté, vous avez les humains qui doivent développer des nouvelles compétences, mais là où finalement on est le plus fort, c'est tout ce que la machine ne pourra pas faire. D'accord ? Et c'est quoi ? C'est essentiellement justement ce qu'on appelle très souvent ces soft skills, les compétences sociales, les compétences socio-affectives, c'est-à-dire cette capacité à échanger, à travailler avec les autres, à communiquer, donc à négocier, etc.
aujourd'hui, le marché en termes de demande de compétences, pour répondre à votre question initiale, en tout cas, on voit aux États-Unis que la demande d'emploi dans des emplois dans lesquels finalement on demande peu de compétences sociales et peu de compétences affectives, ceux-ci disparaissent à une plus grande vitesse que la moyenne. Et ceux qui se créent, d'accord, à une plus grande vitesse que la moyenne, c'est justement les emplois où on demande des hautes compétences sociales et personnelles. Mais est-ce qu'on n'est justement pas tous poussés dans différents métiers à devenir consultants ? En fait, dans un sens où voilà, vous avez toute l'infrastructure IT pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Ce que vous disiez très justement, c'est qu'il y a bien évidemment certaines choses que l'être humain pourra faire. Et donc du coup, que ce soit l'avocat, que ce soit le médecin, que ce soit le banquier ou autre, tout l'aspect technique, ils n'ont pas besoin de le maîtriser. Ils ont simplement besoin de savoir avoir une bonne lecture de ces résultats-là et donner leur avis de professionnels, d'experts, de consultants. Alors, je comprends mieux effectivement votre question. Oui, d'une certaine manière, c'est ce qui se passe déjà depuis un certain nombre d'années pour les juristes et les avocats, pour les médecins aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler des expériences qui ont été réalisées il y a déjà un certain nombre d'années avec Norton, une machine, un ordinateur, dans le domaine juridique ou dans le domaine de l'oncologie, c'est-à-dire les cancers, etc. On a démontré finalement, c'est clair que quand vous êtes un oncologue, un médecin spécialisé sur la question du cancer, vous rentrez certaines données dans la machine, chez Norton, puis Norton, lui, en 5 minutes, il va faire le tour de toutes les bibliothèques du monde. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous. Vous n'avez pas le temps, la plupart du temps. Donc, vous avez une machine qui va vous dire, tiens, voilà, par rapport à ces données, voilà quelle est la situation, comment j'identifie, donc je te fais un diagnostic. Moi, la machine, je te fais un diagnostic. Et puis après, tu peux me rentrer encore des informations selon les préférences ou le profil de l'individu, puis je vais te proposer effectivement quels sont les différents modes d'intervention, d'accord, de traitement. Et donc là, c'est très intéressant, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire le médecin, il va devoir surtout s'humaniser. C'est-à-dire, il va devoir essayer de comprendre au mieux ce qui correspond à la personne qu'il a en face. Donc, je dois être beaucoup plus attentif à la personne, à l'humain, qu'effectivement à l'aspect technique ou scientifique. Parce que celui-ci, la machine, c'est un bon complément. Donc, vous voyez, quand avant on parlait de disparition des métiers, c'est pas ça. On est plutôt dans une phase aussi où il y a de la recherche de complémentarité entre la machine et l'humain, qui existe déjà aujourd'hui. Vous voyez, les livreurs, ils ont tous un téléphone, c'est déjà une machine pour me retrouver, pour gérer mes commandes, pour dire l'une après l'autre quel est le cahier que j'ai aujourd'hui d'activités à réaliser. Et j'utilise un téléphone très souvent, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien. Donc, on est déjà dans une complémentarité, mais celle-ci, il va falloir la développer probablement davantage. Et éviter justement des substitutions un peu hâtives du travail humain ou des tâches humaines par les machines. Parce que là, si effectivement, on peut faire tout et n'importe quoi, d'accord, on peut se lancer dans des choses, au Japon, où ils ont beaucoup plus d'avance, ça part dans tous les sens. Au niveau, j'ai vu encore l'autre jour un article sur les poupées sexuelles. Depuis un moment. Voilà, Alors après, vous allez me dire, oui, mais José, tu vas pas rentrer dans la morale, c'est le marché, il y a une demande, donc on développe. Oui, bien entendu, forcément, ça c'est le marché. Mais je dirais qu'au-delà de ça, le marché aujourd'hui, avec le Covid, s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel de substitution finalement de certaines tâches réalisées par l'être humain qui peuvent être faites par les machines. Et puis qu'on peut utiliser mieux ces machines pour faire travailler des gens à distance, mais qui continuent à se sentir comme faisant partie d'un groupe de personnes. D'accord ? Et avec les nouvelles générations, c'est plus facile étant donné leurs préférences. Donc c'est un des challenges actuels, et dans la dynamique, je pense qu'il va y avoir une accélération de cette substitution. Et typiquement, quand vous voyez ChatGPT, c'est OpenAI, l'entreprise qu'il y a derrière, aujourd'hui, il y a des gens qui vont pouvoir faire générer de la valeur ajoutée, et donc potentiellement des revenus, en utilisant ChatGPT, en sachant utiliser ChatGPT. Donc tout se met un petit peu en place, c'est compliqué, mais je pense qu'on est rentré dans... Il va probablement y avoir si on n'a pas une accélération de ces changements, c'est simplement parce qu'on a aussi une pénurie de matériel.
Hein, on peut revenir là-dessus, mais le Covid, effectivement, a remis en question la manière qu'on avait de produire dans nos pays. Hein, en faisant produire, on produisait dans une certaine partie du monde parce que c'était moins cher, une autre partie là-bas, et puis on ramenait le tout, et puis on faisait le produit fini ici. Mais avec le Covid, ça a montré que ça avait quand même certains désavantages. Et puis un des gros désavantages actuels, bien entendu, c'est par rapport à tous ces changements technologiques, c'est que ces téléphones, ces ordinateurs, ces robots, dans l'industrie automobile, tous ces robots aussi pour produire, les frigos dits intelligents, les robots aspirateurs, tout ça, ça a besoin de chips, c'est-à-dire de microprocesseurs. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on les produit. Donc il y a aujourd'hui, si la technologie n'avance pas aussi vite, ne s'implémente pas aussi vite, c'est parce qu'il y a un problème de coût. Et ce problème de coût, c'est parce qu'il y a une pénurie sur certains éléments qui sont essentiels à ce progrès technologique. Ça, c'est pour le moment. Je pense qu'après, à terme, c'est un problème qui c'est sera pour réglé. ça. Voilà. Mais 2030, c'est vite là. Ouais, c'est vite là. C'est d'ailleurs, si je veux mettre en place une chaîne de production de microprocesseurs, par exemple, ici, en Suisse, il va falloir quand même que je fasse beaucoup de choses. Bien sûr. Parce qu'on parlait de pénurie de main-d'œuvre, mais pour ça, j'ai besoin de main-d'œuvre. Ouais, bien sûr. Au-delà d'avoir du foncier pour pouvoir construire mon usine, de pouvoir construire l'usine, d'avoir les machines. Et puis, ces machines, justement, elles sont très gourmandes dans ces pièces qui manquent. Alors, ma prédiction personnelle à horizon 2050, je dirais, et même plus loin, je pense que la forme de luxe absolu, ce sera d'avoir des choses ou des services créés par des êtres humains. Ça, je pense que ce sera la forme absolue. Ça veut dire qu'il y aura justement une grande intégration de tout ce qui est robotique dans notre quotidien. Vous avez, je sais pas, vous avez déjà maintenant des machines qui font des pizzas ou des choses comme ça. Oui. Et je pense que la forme ultime du luxe, ce sera « Ah, mais moi, ma pizza, elle a été faite par un être humain. » Bien sûr. Ah oui. Et ça, vraiment, ce sera le plus gros flex. Ah, mais là, je vous rejoins complètement. Ouais. C'est évident que et là, on peut rentrer dans des... moi qui ai toujours beaucoup aimé, effectivement, la science-fiction, on peut rentrer dans certains délires, hein, mais il est évident que là, une des peurs que j'ai, c'est finalement d'avoir, typiquement si on parlait de la santé, un service de la santé à plusieurs vitesses. Et le premier échelon, c'est qu'il n'y a qu'une machine. Vous allez parler à une machine, parce que l'être humain est trop cher et trop rare. Donc on va peut-être passer à un stade plus avancé, à la limite de gravité du besoin d'intervention qu'a la personne. Donc là, oui, on va peut-être dire, ah non, mais là, un niveau de gravité où c'est une personne qui va s'en occuper. Mais sinon, vous allez passer par une machine. Et puis peut-être que vous allez toujours échanger avec une machine. Ouais, très certainement. Et je pense que même l'imperfection sera un signe de luxe. Ça veut dire que ma pizza, elle n'est pas totalement ronde comme il faut parce que tous les robots la font de manière tellement ronde. Bien sûr. Que là, elle a des petits défauts, mais ça, c'est le luxe ultime. Ouais. Non, mais je vous suis. Alors, du coup, pour clôturer un peu cette belle discussion, je pense que vous avez beaucoup de connaissances et nous, on est très curieux, donc on pourrait encore s'attarder un moment, mais on va clôturer gentiment. Quels seraient les conseils qu'on pourrait donner tant à l'État qu'à l'employeur qu'aux individus ? Ouf. Bon, alors déjà, je sais, c'est un peu... Ouais, c'est limite arrogant de devoir dire ce qu'il doit faire. Non, mais on l'a dit un petit peu en termes de propositions. Déjà, au niveau des individus, moi, j'ai rien à leur dire aux individus. C'est vrai ? Déjà, c'est-à-dire... Des conseils bienveillants, c'est dans le sens... Bon, déjà, une chose, c'est que je suis beaucoup plus libéral d'un point de vue social qu'un point de vue économique. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est que les individus puissent finalement faire des choix qu'ils souhaitent, d'accord ? Faire les erreurs qu'ils souhaitent ou en fait qui sont liées à leurs choix. Donc finalement d'essayer d'avancer selon ses préférences et puis voilà, d'aussi quand même être, si je parle des jeunes, parce que je vais parler des jeunes, voilà, je bosse avec des étudiants, je vous ai dit, j'ai aussi des grands-enfants, c'est de dire finalement qu'aujourd'hui, pour s'intégrer sur le marché du travail, il faut accepter de se plier un petit peu, mais finalement, il n'y a pas besoin de se plier autant que nous, on a dû se plier à leur âge pour ma génération. Je crois qu'aujourd'hui, il faut envoyer assez clairement un signal aux employeurs, mais il faut aussi accepter d'être un peu flexible, un minimum flexible.
Donc ça, c'est ce que je dirais aux jeunes. Et de manière générale, je dirais que essayez d'être le plus curieux possible. Ça, c'est très important par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous pourriez faire. Aujourd'hui, franchement, Internet, c'est exceptionnel. Vous êtes une génération, en tout cas les gens qui sont plus jeunes que nous, vous avez plus de culture. Le seul problème, c'est que vous avez tellement de choses qu'on a tendance effectivement à vous noyer, à vous perdre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de possibilités finalement d'essayer de développer son esprit critique, mais aussi sa vision peut-être effectivement de ce que je peux faire ou comment je peux avancer dans ma vie. Et notamment d'un point de vue professionnel. Et donc aussi, après, c'est essayer de se former. Mais se former, c'est pas forcément passer par un cours de formation continuelle à HEG. Et je m'excuse, cher directeur, mais oui, on peut se former autrement, de manière autodidacte, d'accord ? Ou on peut se former au contact avec les autres. Et bien sûr, se former à travers l'emploi. Alors ça, c'est le must, d'accord ? Comme disent les Américains, c'est on the job. Hein ? Je me forme on the job, donc ça, c'est très bien. Mais voilà, d'essayer d'être curieux, puis de penser constamment, effectivement, comment je peux améliorer un petit peu mon CV, mes compétences, sans devoir forcément me lancer sur 1 an ou 2 ans d'études. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Et puis après, par rapport aux individus, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Par contre, j'ai plus à dire du côté des entreprises, bien entendu, et encore plus du côté de l'État. Parce que là, les entreprises, on l'a dit, il faut qu'elles soient un petit peu plus, notamment dans les secteurs où on a de la peine à entendre ou à comprendre finalement quelles sont les préférences ou le changement des préférences de la population active, donc des gens dont j'ai besoin. De nouveau, au niveau des individus, si je reviens, c'est vrai d'un point de vue politique, il va falloir accepter qu'on est un pays historiquement d'immigration, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on en a encore besoin, et d'autant plus dans les années futures. Et puis après, effectivement, c'est aussi par rapport à l'État, je reviens, c'est sur les questions de formation, sur la question de la fiscalité, par rapport au couple, par rapport au financement, effectivement, de la petite enfance, par rapport à l'accompagnement de la formation professionnelle avec les entreprises. Je crois que là, il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Et puis, de manière générale, si vous voulez, si on pense un petit peu à très long terme, moi, je vois une société où finalement, en Suisse, et dans d'autres pays, j'espère, on a revu notre manière, finalement, de comment l'État se finance. Il faut qu'il réfléchisse de plus en plus en termes de transition écologique. Donc finalement, de se dire, les entreprises qui vont dans le sens qu'on estime correct, il faut que je les aide, il faut que je les taxe moins. Et celles qui ne vont pas dans la direction, c'est l'inverse. D'accord ? C'est comme ça. Donc moi, j'attends beaucoup de l'État. Et l'État, finalement, c'est nous tous. C'est nous tous, l'État, c'est les entreprises, c'est les ménages. Finalement, c'est les individus et les ménages qui sont derrière les entreprises et l'État. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on a la chance d'être en Suisse et de pouvoir donner notre avis de manière assez régulière ou même de lancer carrément des initiatives. Et je pense que c'est très important que si on veut aller vers une vraie transition écologique, on a besoin de la main-d'œuvre adéquate. Et donc pour ça, il faut réfléchir à tout ce qu'on a discuté cet après-midi. Et puis après aussi, d'un point de vue fiscal, moi en tant qu'État, je dois donner j'ai besoin de sous. J'ai toujours besoin de sous pour tout ça, pour la formation, pour avoir des routes de qualité, pour aider les entreprises à former des jeunes, etc. Mais il faut que j'envoie des signaux beaucoup plus clairs par rapport à comment on doit produire. D'accord ? Que ce soit des services ou des biens. Donc bien sûr, je peux mettre des taxes un peu partout, mais je pense qu'il faut une réflexion un petit peu plus large, beaucoup plus large. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que finalement, que tout le monde prenne le temps de prendre le temps. Ça veut dire que le jeune qu'on lui laisse l'opportunité d'être jeune, de tester, oui. de faire des erreurs, oui. de revenir en arrière, d'aller à gauche et d'aller à droite. Oui. Et les entreprises qu'elles font aussi ce pari de la réflexion et de tester autre chose, et que oui, ça peut parfois coûter cher, mais ça peut aussi beaucoup rapporter. Et puis que l'État mette en place toutes ces structures pour que tout le monde soit plus flexible, en fait. Oui, de la flexibilité, mais justement où il y a ou pas que ça soit toujours les mêmes gagnants, les mêmes perdants. C'est toujours ça. C'est toujours ça un petit peu le rôle de l'État, mais c'est très compliqué. Là, on se lance dans des choses, c'est des chantiers énormes. Mais on a des chantiers énormes. Ouais. En termes de société, on a des chantiers énormes ces prochaines années.
José Ramirez, merci beaucoup. Merci à vous pour ces échanges. Avec plaisir. On espère vous revoir à nouveau parmi nous pour un autre sujet super intéressant. On vous retrouve personnellement sur le réseau puis sur la HEG. Alors non, je ne suis pas tellement réseau. On me retrouve sur LinkedIn. Oui. Mais je n'hésiterai pas effectivement à liker ou à... je ne sais pas comment on dit, vous voyez, je suis très très paumé. J'ai déjà une femme et des enfants qui sont très accros aux réseaux sociaux, mais moi je suis vraiment à la dernière roue du carrosse. C'est parce que je crois que j'ai pas assez de temps, je m'y mettrai peut-être à la retraite. Ok, parfait. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir.